Donc, vous allez nous parler sur Early Surgical Outcomes in Cameroonian Children with Tetralogy of Fallot. Vous avez 8 minutes. Merci, cher maître, chers panélistes, de me passer la parole. Alors, je vais présenter ici l'évolution précoce des patients, des enfants opérés de tétralogie de Fallot au Cameroun. Alors, comme note historique, la première description de cette cardiopathie était en 1671 par le Danois Stensen. En 1888, le français Fallot la nomma maladie bleue. Et 60 ans après, par des travaux de Hélène Taussig et de Alfred Balloch pour la recherche du traitement chirurgical palliatif. Et en 1944, il y a eu la première intervention chirurgicale palliative par Alfred Balloch. Alors, c'est une maladie fréquente, 2 à 4 naissances pour 10 000. Sur le plan anatomique, c'est l'association de 4 anomalies principales: une communication interventriculaire large, haute et sous-aortique, une sténose pulmonaire qui peut être sévère, valvulaire, infundibulaire ou supravalvulaire, parfois touchant aussi les branches pulmonaires, une dystroposition aortique avec l'aorte à cheval sur la communication interventriculaire, avec une hypertrophie ventriculaire droite qui est conséquente à toutes les autres malformations. Sur le plan embryologique, c'est une déviation antérieure et supérieure du septum infundibulaire, qui est la structure qui sépare les deux chambres de chasse gauche et droite. Et cela va porter à l'obstacle à l'éjection du ventricule droit et à la sténose infundibulaire, à la communication interventriculaire, comme nous l'avons dit, et comme conséquence, l'hypertrophie ventriculaire droite. Alors, la physiopathologie dépend du degré de l'obstruction de l'éjection du ventricule droit, et lorsqu'elle est légère, nous avons un shunt gauche à droite, de gauche à droite à travers la communication interventriculaire. Lorsque l'obstruction est importante, provoquant une surcharge des pressions dans le ventricule droit, le shunt devient droit-gauche, causant une cyanose et une hypertrophie du ventricule. Alors, sur le plan diagnostique, généralement dans les pays développés, le diagnostic de cette pathologie est généralement anténatal, à la 12e semaine d'aménorrhée, à travers une échographie fœtale faite par les obstétriciens. Par contre, dans notre contexte, généralement, le diagnostic est postnatal, à travers une échographie cardiaque Doppler, qui permet de mettre en évidence la communication interventriculaire, le chevauchement aortique, la sténose infundibulaire ou pulmonaire et l'hypertrophie ventriculaire droite. Il y a d'autres examens qui sont parfois utilisés dans le pré-opératoire pour pouvoir mieux apprécier les sténoses au niveau des artères pulmonaires. C'est la tomographie, la tomodensitométrie et l'imagerie par résonance magnétique. Alors ici, nous avons généralement la présentation clinique avec les signes de cyanose péribuccale des extrémités, et les enfants ont tendance souvent à prendre une position qu'on appelle géno-pectorale pour améliorer leur mal hypoxique. Et chez les adultes, on retrouve un hippocratisme digital. Alors, les options thérapeutiques, généralement, au postnatal, on peut utiliser les traitements par prostaglandine. Dans ces cas, généralement, c'est pour permettre de tenir le canal artériel encore ouvert pour mieux perfuser les poumons. On corrige les troubles ioniques, acido-basiques et même hémodynamiques. Puis, il y a la possibilité de faire une chirurgie palliative en faisant un shunt systémico-pulmonaire pour augmenter le flux sanguin pulmonaire et réduire la cyanose. Les indications pour la chirurgie palliative sont généralement l'âge inférieur à 3 mois, un poids inférieur à 6 kg et dans les formes anatomiques complexes. Par contre, entre 4 et 6 mois, on préconise déjà une correction complète. Il y a aussi la possibilité de faire des techniques interventionnelles en plaçant des stents au niveau du canal artériel ou de faire une valvuloplastie percutanée pulmonaire. Ici, nous avons des images, une image des techniques palliatives. Nous avons l'anastomose classique de Balloch-Taussig qui consiste à faire une anastomose entre l'artère sous-clavière et l'artère pulmonaire, à gauche ou à droite, ou alors
l'anastomose de Balloch modifiée. À ce moment, on utilise un tube de polytétrafluoroéthylène comme pour faire l'anastomose. Lorsqu'on fait la correction complète, on reconstruit la voie d'éjection du ventricule droit, pardon. On fait la correction de la sténose pulmonaire et on ferme le canal interventriculaire. Ici, nous avons quelques images de correction complète. Ici, avec une infondylectomie. Ici, on a un patch qui ferme la communication interventriculaire. Et là, on élargit la voie pulmonaire. Alors, dans les cas de l'Afrique subsaharienne, la prévalence des cardiopathies infantiles en Afrique subsaharienne est estimée à environ 8 pour 1000 naissances vivantes pour les cardiopathies congénitales. Des énormes difficultés pour le diagnostic et ceci allonge le délai de dépistage et même augmente les complications. L'accès à la chirurgie cardiaque est faible et ceci contribue généralement à une augmentation de la mortalité et de la morbidité infantile liée à ces pathologies. Ici, nous avons une étude faite en Côte d'Ivoire entre avril 2009 et octobre 2010 de 19 cas de correction de tétralogie de Fallot. Alors, les patients ici avaient un âge moyen de 7,4 ans, une durée d'hospitalisation après l'intervention qui était de 3 à 8 jours et une mortalité à court terme de 10%. Nous voyons que l'âge moyen quand même était élevé vu que ce type de cardiopathie congénitale, on la corrige avant l'année de vie. Mais ici, l'âge moyen de correction était déjà de 7 ans. Donc, il y a eu un dépistage aussi tardif. Alors, une autre étude faite au Sénégal de 102 cas de cardiopathie congénitale, on avait 26 cas de tétralogie. Alors, durée d'hospitalisation, 3,5 jours, toujours un âge moyen supérieur à l'âge indiqué, donc presque 4 ans, une mortalité périopératoire de 14%. Pareillement, sur cette étude toujours sénégalaise, on avait 29 cas de tétralogie, âge moyen 72 mois, avec une mortalité périopératoire globale de toutes les cardiopathies de 6,3%. Alors, ici, chez nous au Cameroun, le diagnostic est tardif, généralement, et c'est coutume chez les enfants qui vivent dans les pays à revenus faibles et intermédiaires en raison, pour la plupart, d'un accès insuffisant aux soins cardiovasculaires. Et les patients avec le diagnostic tardif de tétralogie de Fallot présentent souvent des caractéristiques complexes qui ont un impact significatif sur l'état de la chirurgie. Alors ici, cet article passe en revue la mortalité opératoire des patients qui ont été opérés de tétralogie de Fallot. Alors, l'objectif était l'évolution à court terme des patients opérés de tétralogie de Fallot. C'est une étude rétrospective descriptive qui a été faite au centre cardiaque de Chisson pour une période allant de novembre 2009 à décembre 2021. Alors, il y a eu 105 patients opérés de tétralogie de Fallot. Alors, l'indication à la technique palliative était justement un âge inférieur à 6 mois, un poids de moins de 6 kg, une cyanose initiative à cette période-là ou une sévère hypoplasie des branches pulmonaires. Et l'indication à la correction était les patients de plus de 6 mois, un poids supérieur à 6 kg et une stabilité clinique et hémodynamique. Alors, nous avons fait 2 types d'interventions, le shunt modifié de Blalock et toxique et une correction complète. L'âge moyen des patients opérés était de 36 mois, donc 3 ans, comme dans les autres études africaines. Les symptômes plus présentés étaient la cyanose, la fatigue et la dyspnée. Alors, il y avait des lésions associées. Pour 4,8% des cas, il y avait une persistance du canal artériel et pour 3,8% des cas, une communication interatriale. Nous avons effectué 100 corrections complètes et 5 chirurgies palliatives. Tous les patients qui avaient été soumis à la correction complète ont bénéficié d'une fermeture du canal intérieur par voie transatriale avec la pose d'un patch en péricarde hétérologue. Alors, 10,5% ont bénéficié d'un remplacement par conduit pulmonaire pour une sténose sévère de l'artère pulmonaire. Et 89,5% ont bénéficié d'un patch infundibulaire et ou d'un patch transannulaire. Les complications post-opératoires les plus fréquentes étaient une détresse respiratoire dans 4,8% des cas, une réouverture chirurgicale pour saignement dans 5,75% des cas, une insuffisance rénale, 0,9% des cas, et un syndrome à bas débit cardiaque, 0,9% des cas.
Dans notre cohorte, la durée médiane de l'hospitalisation après la chirurgie était de 7 jours. La mortalité post-opératoire était de 4,8%. En conclusion, l'approche diagnostique et thérapeutique des cardiopathies congénitales dans les pays en voie de développement est différente de celle des pays développés à cause des plateaux techniques limités et même la fait de l'accès aux soins qui est limité avec un dépistage tardif. Alors, des efforts méritent d'être déployés pour un dépistage précoce et le suivi des cardiopathies congénitales ainsi que dans la prise en charge chirurgicale. Malgré ce dépistage tardif et la physiopathologie parfois complexe, la chirurgie de la tétralogie de Fallot dans notre contexte reste quand même associée à des résultats acceptables. Merci pour l'attention.